Salut, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à celle sur l'utilitarisme où j'avais expliqué pourquoi l'axiome plaisir-souffrance me semblait pertinent pour construire un système moral et même essentiel pour que cette morale soit universelle. À la fin de la vidéo, on était resté sur la question des dilemmes moraux, tels que le dilemme du tramway ou ses multiples variantes. Pour contextualiser un peu, je vais rapidement expliquer ces dilemmes. On a par exemple une version de base, celle où un tramway s'apprête à écraser 5 personnes et vous pouvez faire dévier le tramway pour qu'il aille plutôt écraser une seule autre personne à la place des 5. On a aussi une version où vous pouvez tuer une personne pour prendre ses organes et les donner à 5 autres personnes pour les sauver, et encore beaucoup d'autres variantes. Bon, l'idée ici, c'est pas tant de se pencher sur chacune de ces variantes, mais plutôt d'apporter une réflexion générale autour de ces dilemmes, tout en ayant un raisonnement utilitariste. Bien souvent, on pose le dilemme ainsi. Vous avez d'un côté le choix déontologique, qui est ne pas tuer la personne même si ça en sauve plusieurs, et de l'autre le choix utilitariste qui est sacrifier la personne car mieux vaut qu'une seule personne ne meure plutôt que 5. Si le dilemme du tramway et ses variantes sont si connues et intéressantes, c'est parce qu'elles nous mettent dans des positions inconfortables où on penche d'un côté ou de l'autre et où on peut avoir du mal à trancher. Donc si tu admets que le dilemme est difficile, c'est bien que tu doutes encore un peu de l'utilitarisme. Si tu étais sûr de toi, tu choisirais à tous les coups la deuxième option, et sans hésiter. Alors, en bon sceptique, je doute toujours un peu, mais je pense quand même être assez sûr de moi sur l'utilitarisme. Je pense sincèrement que dans les questions morales, il est toujours préférable de raisonner de manière utilitariste. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction. Ça peut effectivement sembler contradictoire, mais c'est parce qu'on ne s'est pas encore posé une question pourtant fondamentale dans le dilemme du tramway. Le choix de tuer la personne est-il vraiment le choix utilitariste ? Comme on l'a déjà vu, l'utilitarisme est conséquentialiste. Il n'évalue donc pas les actions pour elles-mêmes, mais pour leurs conséquences. Et je pense que bien souvent, des raisonnements qui se veulent utilitaristes oublient pourtant de considérer certaines conséquences indirectes et à long terme. Alors qu'idéalement, il faudrait prendre en compte toutes les conséquences, tout en sachant bien qu'on n'est pas en mesure de toutes les calculer. On va prendre un exemple. Selon ce que je vais appeler l'utilitarisme réductionniste, c'est toujours une bonne chose que de tuer une personne pour en sauver 5. Mais il y a pourtant des arguments utilitaristes qui peuvent nous amener à choisir l'inverse. Le premier, puisqu'on vit en société, la façon dont la personne meurt a des conséquences sociales. Par exemple, si on peut admettre que parfois la mort d'une personne peut être bénéfique au vu des conséquences qu'elle aura ensuite, le fait que cette personne soit tuée ou que des médecins aient arrêté de la soigner alors qu'ils auraient pu continuer, ça a un impact social. Je pense que peu de gens voudraient vivre dans un monde où ils peuvent être sacrifiés ou arrêter d'être soignés. Mais ça, c'est pris en compte dans les expériences de pensée. On est souvent placé dans une situation où personne n'est au courant de ce que nous faisons, quel que soit notre choix. C'est vrai, c'est souvent pris en compte, mais ça me semblait quand même important de le préciser, parce que le but d'un système moral, c'est quand même d'être utile et pertinent dans la vie réelle, et non pas juste dans des expériences de pensée aux conditions irréalistes. Mais il y a encore deux autres remarques qui ne sont pas déjà écartées par l'expérience de pensée. La première, c'est que quand on dit que personne n'est au courant de ce qui se passe, si, nous on est bien au courant de tout ce qui s'y passe, et faire un choix comme tuer une personne n'est peut-être pas sans conséquences sur nous-mêmes. Dans la deuxième vidéo, on a vu quelques théories de psychologie sociale, comme la théorie de l'engagement, qui nous dit que nos actions ont généralement pour conséquence de nous persuader que nos actions sont bonnes, et de nous engager un peu plus vers ce type d'action. Si on accepte de tuer une fois, quel impact ça peut avoir sur nous-mêmes? Est-ce qu'il n'est pas probable que ça nous fasse un peu banaliser ce comportement et qu'on se dise que bon, c'est peut-être pas si grave que ce qu'on pensait avant, et voir qu'on recommence une nouvelle fois un peu plus facilement? On peut prendre un exemple un peu moins extrême que le fait de tuer. On peut parler du mensonge. Dans la société, il est préférable, du moins dans un cadre utilitariste, que les gens aient une certaine confiance les uns les autres. Si on sait que les autres nous mentent, difficile de leur faire confiance. Mais à partir de là, on peut très bien se dire que parfois, si on ment sans que personne ne le sache, il y a plein de moments où on va se dire que ça pourrait être positif de mentir. Mais est-ce que de mensonge en mensonge, il n'y a pas le risque qu'on le banalise et qu'on en dise même là où on n'en aurait peut-être pas fait avant? Bon, et après l'argument psychologique, il y a aussi l'argument de la règle, où pour prendre certaines décisions, on peut se dire que de manière générale, il est préférable de se référer à une règle comme ne pas tuer ou ne pas mentir. Mais on revient sur un déontologisme là. Et pas tout à fait. Là où le déontologisme affirme qu'il faudrait faire ou ne pas faire une action parce qu'elle serait intrinsèquement bonne ou mauvaise, le conséquentialisme de la règle ne dit pas que l'action est forcément bonne ou mauvaise, mais il justifie la règle de faire ou ne pas faire telle action par le fait que l'application de cette règle par la majorité de la population aura des conséquences positives. Pour résumer, un déontologiste pourrait dire « il ne faut pas tuer parce que tuer c'est mal », là où un conséquentialiste de la règle pourrait dire « il ne faut pas tuer parce que si la plupart des gens adoptent la règle ne pas tuer, ça aura des conséquences positives ». Donc là j'ai défini le conséquentialisme de la règle, mais si, comme dans le cas présent, on considère que les conséquences positives et négatives
sont basées sur le critère bonheur-souffrance, alors on pourra parler plus précisément d'utilitarisme de la règle. Par exemple, si dans certains cas on peut effectivement imaginer que tuer une personne ait des conséquences positives, il y a sans doute plein de situations où il pourrait y avoir de mauvaises conséquences alors qu'on s'attendait à des conséquences positives. Après tout, contrairement à l'expérience de pensée où on est sûr et certain des conséquences, dans la vie réelle, on n'est pas vraiment en mesure d'évaluer toutes les conséquences. Et si on remène ça à la société, si on laissait chaque individu juger de qui on pourrait tuer pour optimiser le bonheur, tous ces gens auraient beau avoir de très bonnes intentions, je ne m'attendrais pas vraiment à ce que ça se passe bien. Donc peut-être qu'il vaut mieux poser une règle ne pas tuer qui, de manière générale, aura des conséquences positives si elle est appliquée par tous. Et plus largement, on pourrait imaginer l'application d'une règle comme éviter de nuire aux êtres sentients quand c'est possible, qui me semblerait pertinente pour diminuer pas mal de souffrance. Et il y a un autre raisonnement qui utilise le principe de la règle, c'est l'idée de se référer à une règle comme une heuristique de décision. Pour expliquer simplement, une heuristique, c'est un schéma mental qui permet de prendre des décisions rapidement et simplement parce qu'on n'a pas toujours le temps, l'énergie et les données nécessaires pour prendre les meilleures décisions. Voilà pourquoi notre cerveau se fie à des heuristiques qui ont certes le risque d'amener à des biais et à des erreurs de raisonnement, mais qui permettent aussi de faire des choix lorsqu'on est face à des incertitudes ou qu'on manque de temps ou de données. Donc dans le conséquentialisme de la règle qu'on a vu juste avant, on va juger l'action conformément à l'application d'une règle, règle dont l'application générale doit avoir des conséquences positives. Mais là, avec l'idée de la règle comme heuristique de décision, on est bien sur un conséquentialisme qu'on appelle de l'acte, où on juge chaque action pour ses conséquences. Seulement, on admet qu'au quotidien, on est incapable de mesurer les conséquences de chacune de nos actions. Alors, puisqu'essayer de calculer les conséquences de chacune de nos actions, c'est beaucoup de réflexion pour un résultat où on va probablement se planter, mieux vaut se fier à une règle qui, la plupart du temps, aura des conséquences positives. Donc, le conséquentialisme de la règle pourrait dire « ne tue pas cette personne parce qu'il est préférable que personne ne tue qui que ce soit », là où le conséquentialisme de l'acte, qui se réfère à une règle, pourrait dire « ne tue pas cette personne parce qu'il y a de fortes chances que ne pas tuer soit la meilleure chose à faire ». Après, dans l'hypothèse où on serait effectivement capable de calculer les conséquences à long terme, on pourrait essayer d'évaluer et comparer les conséquences positives qui résultent du fait de sacrifier telle ou telle personne à tel moment, et les conséquences négatives telles que l'impact social, l'impact sur nous, l'impact indirect de notre raisonnement, etc. Et en comparant ainsi, on pourrait se dire que parfois, il ne faudrait pas tuer la personne en question à cause des raisons qu'on vient de voir. Mais que si tuer la personne engendrerait des conséquences positives qui compenseraient les conséquences négatives, par exemple, si on se retrouvait face à quelqu'un qui s'apprêtait à torturer le monde entier pour l'éternité, peut-être qu'il serait acceptable d'être un peu plus flexible sur notre règle. Voilà, parce que malgré ce que j'ai dit, le message n'est pas que c'est toujours une erreur de faire le choix de sacrifier une personne pour en sauver d'autres, mais je dis que dans beaucoup de cas, c'est pas du tout sûr que ce soit le raisonnement à privilégier d'un point de vue utilitariste. Et ça ne rend pas les expériences de pensée moins pertinentes, au contraire, ça montre justement qu'il y a un réel dilemme, même en étant 100% utilitariste. Et de fait, ces expériences me semblent d'autant plus intéressantes parce que là où on avait d'un côté une position déontologique bien difficile à défendre, en ceci qu'elle pose une règle comme ça et souvent sans la justifier, là on a un réel dilemme où les différentes positions peuvent être toutes argumentées en fonction de leurs conséquences futures sur le bien-être. Et on pourrait même parler de dilemme utilitariste. La question n'est plus faut-il faire le choix utilitariste, mais quel est le choix utilitariste? Bon, il y a un autre point qu'il faut aborder et qui est central dans la construction de notre système moral. Si on veut un monde meilleur, quelle que soit notre vision de ce qu'est un monde meilleur, il nous faut construire un système moral qui nous fera prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire celles qui vont effectivement contribuer à changer le monde dans le sens qu'on pense être le bon. Donc quand on est dans un cadre utilitariste, comme ici, on veut pouvoir agir de manière à faire évoluer le monde vers moins de souffrance et plus de bonheur. Et là encore, je pense qu'il est pertinent de prendre en compte la psychologie des personnes et le contexte social. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la règle ne pas tuer qui me semble être bénéfique à appliquer à l'échelle de la société. Comme on l'a mentionné dans la vidéo précédente, même si notre but final concerne le bonheur et la souffrance, on ne peut pas raisonner juste avec ces variables. On va utiliser des concepts, des valeurs, etc. Voilà pourquoi politiquement, on ne va pas uniquement parler de souffrance, mais on va parler de problématiques plus générales qui, elles, causent de la souffrance. Les oppressions et les rapports de domination qui se mettent en place entre les différents groupes d'individus vont créer de la souffrance. Mais en amont de cette souffrance, il y a des privations de liberté, moins de considération pour les groupes dominés, où on ne se préoccupe pas de leur consentement, et il me semble pertinent de lutter contre ces oppressions et ces rapports de domination pour construire à terme un monde avec moins de souffrance. C'est donc important d'avoir une vision systémique de la société et de prendre les problèmes dans leur ensemble. Si on prend l'exemple de certaines discriminations, on ne demande pas qu'elles perdurent en faisant juste un peu moins de souffrance chez les opprimés. La lutte antiraciste ne demande pas juste un peu moins de violence envers le noir, elle demande la fin du racisme, parce que l'abolition de l'oppression est nécessaire pour l'émancipation de tous.
Un cas très intéressant à ce niveau est celui de la cause animale. D'un point de vue utilitariste, c'est une horreur. On a des bons paquets de milliards d'individus qui vivent et se font tuer dans des conditions peu enviables, et niveau souffrance, c'est assez conséquent, pour faire un euphémisme. Et dans la protection animale, on a deux grands courants de pensée. On distingue d'un côté les positions qu'on appelle welfaristes, qui visent à améliorer les conditions de vie des animaux, et puis les tuer avec le minimum de souffrance, et à l'opposé, il y a des positions qu'on appelle abolitionnistes, qui ne vise pas tant à améliorer les conditions de vie des animaux exploités, mais qui a pour objectif de mettre fin à la domination qui se fait au détriment de certains animaux, et donc de la discrimination sur le critère de l'espèce, et de la possibilité de traiter les individus comme des ressources à notre disposition. En gros, la discrimination spéciste. Bon, il y a aussi des positions qu'on appelle néo-welfaristes, qui visent à améliorer les conditions de vie à court terme, mais qui visent quand même l'abolition à long terme. C'est par exemple la stratégie de L214, mais bon, c'était juste à titre informatif. Pour la suite du raisonnement, on va rester sur la distinction welfariste-abolitionniste. Tel que j'ai défini le welfarisme, on peut se dire que ça représente bien l'utilitarisme. Qu'il y ait une exploitation ou pas, là n'est pas la question. L'important, c'est que les animaux aient de bonnes conditions de vie, qu'ils soient heureux et ne souffrent pas trop. Et j'aimerais bien être en accord avec ça, mais je pense qu'en pratique, ça ne fonctionne pas. Parce que là encore, on a une vision très réductrice de l'utilitarisme et on ne prend pas en compte le côté psychologique des personnes. Un exemple du quotidien, on entend souvent des discours welfaristes, sûrement très sincères, qui estiment que l'exploitation animale est acceptable quand elle se fait sans souffrance. Très bien, mais qu'est-ce qu'on observe en pratique? Bien, en pratique, les conditions d'exploitation où les animaux ne souffrent pas, elles n'existent pas à ce jour. Donc même en se voulant centrer sur le bien-être, on en vient à fermer les yeux sur des violences et des souffrances. Et en fait, c'est assez logique, comme on l'a vu dans les deux premières vidéos, pour en faire une petite synthèse, à partir du moment où on a un rapport de domination qui s'installe envers un certain groupe, qu'on l'utilise comme une marchandise et qu'on accepte de l'exploiter et de le tuer pour servir nos propres intérêts, alors on est déjà dans un biais de favoritisme pro-endogroupe. Les conséquences de ça, c'est qu'on crée une dissociation entre l'endogroupe et l'exogroupe, entre les dominants et les dominés, et on va moins considérer les intérêts des dominés, ceux qui sont dans l'exogroupe. Et plus on continuera dans cette exploitation, plus on sera engagé et on considérera que c'est légitime de les traiter comme ça. Un exemple avec le spécisme, la dissociation homme-animal érige l'humanité en statut supérieur et fait qu'on a beaucoup moins de considération pour les animaux non humains. Donc pour conclure, je pense qu'on fermera les yeux sur les souffrances des autres tant qu'on les voit comme inférieures et qu'on garde un système de domination par rapport à eux. Dans le cas des animaux, c'est donc l'idéologie spéciste qu'il faut remettre en question. Et le raisonnement s'applique de même avec les autres discriminations. Pour que les noirs aient les mêmes chances de s'épanouir que les blancs, il faut que le racisme en tant que fait social prenne fin. Et pour ce qui est des discriminations plus en détail, je vous renvoie vers ma première vidéo où je mettais en avant la notion de sentience pour remplacer les autres critères de discrimination. J'ai beaucoup cité dans cette vidéo. Oui, j'ai cité les 3 précédentes vidéos, mais en fait, j'avais justement fait ces vidéos-là en premier parce qu'elles étaient un prérequis pour pouvoir expliquer ce que j'ai développé ici. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait réfléchir, et si c'est le cas, vous pouvez la partager autour de vous pour lui donner un peu de voix. Au passage, je remercie toutes celles et ceux qui m'aident dans la réalisation de ces vidéos, et à bientôt sur la chaîne Mangayo.